Bonjour et bienvenue à Ivoire Clair. C'est notre série balado où on tente de démystifier les différentes réalités liées à la déficience visuelle à travers des témoignages humains et des histoires qui nous permettent de mieux comprendre un monde souvent méconnu. Alors, je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et honnêtement, plus je rencontre des personnes qui vivent avec une déficience visuelle et plus je réalise à quel point il y a encore plusieurs préjugés et incompréhensions. Je suis accompagnée de ma précieuse partenaire Bianca Lucier-Dalpé, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, qui nous aide à chaque épisode à mieux comprendre les enjeux, les défis, mais aussi les adaptations et les outils qui permettent aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle de conserver, j'ai de la misère des fois avec mon mot visuel, de conserver leur autonomie et leur qualité de vie. Alors aujourd'hui, on reçoit Marilyn Gélina, une femme qui est atteinte de rétinite pigmentaire et qui vit avec une perte de vue graduelle depuis une douzaine d'années. Entre le diagnostic, la perte d'autonomie, le sentiment d'imposteur, les réseaux sociaux et le bonheur et surtout cette urgence de profiter de la vie pendant qu'elle voit encore, son histoire est aussi bouleversante qu'inspirante. Alors, bon épisode. Salut Bianca que je surnomme affectueusement Bibi. Bibi. Comment vas-tu, Bibi? Ça va très bien, Nini. Ça va bien? Ça va bien, ben oui. Puis je sais que les gens n'écoutent pas nécessairement au moment où on se situe, mais présentement, à Montréal, c'est le printemps qui commence. On est au début du mois de mai. Puis ça m'apporte une certaine réflexion pour les personnes qui ont une déficience visuelle, dont je fais partie. Hein, Nathalie, tu me dis toujours, Bianca, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. C'est vrai. Ah oui. Mais je suis aussi malvoyante. Puis je pense qu'ici, ben j'en parle un peu. On n'en parle pas assez souvent, je pense. Ouais, rappelle donc, quelle est ta déficience visuelle, Bianca? C'est l'achromatopsie. Puis c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le fond, notre invitée, Marilyn et moi, on a des pathologies qui sont les deux pour la rétine, mais qui font des résultats complètement différents. Fait qu'on va pouvoir y revenir, mais justement, tu sais, le début du printemps, j'imagine, tu sais, pour les gens qui ont, par exemple, la rétinite pigmentaire, ben c'est la lumière, les journées d'ensoleillement qui sont plus longues. Tu sais, on vient de passer notre équinoxe, puis là, plus ça va, plus il y a de soleil, plus il fait noir tard, donc les périodes de pénombre, tu sais, sont moins présentes. Puis c'est le genre de chose, quand on a une déficience visuelle, qui peut avoir beaucoup d'impact. Puis, tu sais, tu parlais tantôt, Nathalie, de tout ce dont on ne se doute pas, de tout ce qui est comme un peu mystérieux par rapport à la déficience visuelle. Bien, l'impact de la météo, ça en fait partie, tu sais, du temps. Le fait, par exemple, que pour les personnes qui voient pas bien le soir, bien, c'est plus stressant, le mois de novembre, le mois de décembre. Moi, c'est le contraire. Moi, je vois mieux quand il fait plus noir. Fait que, ben, mon cœur aime la lumière, mais mes yeux un peu moins, tu sais. Fait que le fait qu'il fasse beau ou pas, ça peut, c'est ça peut avoir un impact, mais c'est quand même un agréable début de printemps. Ouais, génial. Alors, on commence? On commence. Aujourd'hui, dans le fond, on va aborder une réalité qui est extrêmement difficile, qui est la perte de vue qui est progressive. Parce qu'au-delà de la vision qui va changer tranquillement, ça va amener, en fait, son lot, on pourrait dire, de peur, d'anxiété, deuil, adaptation, beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir, quand on sait qu'on va perdre une partie importante de sa vision. Dans un autre épisode, on a une entrevue avec une personne qui a perdu totalement la vue d'un seul coup, qui était Madame Linda Curley, qui d'un seul coup est passée de voyante à non-voyante, puis elle se souvient du moment précis où c'est arrivé. Avec toi, Marilyn, c'est différent. C'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années. Fait que c'est ça qu'on va aborder parce que les impacts sur les différentes sphères de la vie, que ce soit le déplacement, le travail,
la confiance en soi, l'autonomie, la façon dont on peut s'imaginer dans le futur, bien, tout ça va avoir un impact très différent par rapport à quelqu'un pour qui ça arrive de façon subite. Dans le cas des maladies comme la rétinite pigmentaire, ce qui est particulièrement peut-être déstabilisant, c'est que l'acuité reste bonne. Hein? Fait que la vision au centre va continuer à rester très, très fonctionnelle pour très, très longtemps. C'est plutôt la périphérie, la vision sur les côtés qui va être atteinte. OK, mais physiquement, l'œil, qu'est-ce qui fait qu'il est atteint de cette maladie-là? OK. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est pas quelque chose qui se corrige avec, tu sais, comme des lunettes ou le laser ou des opérations. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que la rétine, qui est la partie derrière notre œil, qui a pour tâche, si on peut dire, de transformer la lumière en énergie électrique que le cerveau va pouvoir recevoir via le nerf optique puis l'interpréter. Il commence à faire un petit peu moins bien son travail. Dans la rétine, il y a plusieurs types de cellules, là, mais il y a 2 types qu'on appelle des photorécepteurs. C'est comme les cellules qui vont réagir à la lumière. Bien, il y a les cônes et il y a les bâtonnets. Donc, dans le cas de la rétinite pigmentaire, c'est que les bâtonnets, ils sont responsables de la vision en faible luminosité, puis aussi de la vision en périphérie, mais les bâtonnets, ils sont affectés. Fait que quand on regarde dans le fond de l'œil de quelqu'un qui a la rétinite, ça peut être vu, il y a comme des genres de pigments noirs qu'ils peuvent voir, fait que c'est pour ça qu'ils vont parler de rétinite pigmentaire, tu sais. Okay. Puis, tu sais, je disais que Marilyn, toi et moi, c'est le contraire, c'est que moi, ma pathologie, ça touche les cônes. Fait que c'est la rétine aussi, mais c'est les cellules qui sont responsables de voir les détails, de voir les couleurs, puis qui vont bien fonctionner quand il y a beaucoup de lumière. Fait que on se complète. Toi et moi, nous deux, on a une très bonne vision ou une très mauvaise vision, selon. Alors, merci, Marilyn, encore d'être ici avec nous. Je veux qu'on revienne sur ta jeunesse, parce que toi, dans le fond, tu as découvert quand même assez tard que tu avais cette maladie, mais jeune. Parle-moi de ta jeunesse. Comment ça se passait? Est-ce que tu avais déjà est-ce que tu voyais plus? C'était difficile? Ta vision était difficile? Est-ce que tu avais des difficultés à voir? Tu t'accrochais dans des objets? Non. Non, jeune, pas du tout. Ben non, moi, j'ai pas de souvenir d'avoir été plus gaffeuse qu'une autre. OK. Mais rendue adolescente ou jeune femme, exemple. Non, ça a vraiment, là, moi, mes premiers symptômes, ça a vraiment été dans mes années de bar, là. OK. Donc, jeune adulte. C'est ça, jeune en adulte. Principe. En principe. Parce que si je me reporte au secondaire, primaire, et j'ai rien, là. Tu sais, j'ai fait mon permis de conduire, j'ai passé tous ces tests-là de vision comme n'importe qui, j'ai pas eu de problème, on m'a rien dit à ce moment-là. Fait que, tu sais, ma vie continue. Moi, je peux pas vraiment voir là, quels symptômes j'aurais pu avoir à ces âges-là. Mais vraiment, au début de l'âge adulte, ben là, évidemment, j'arrive à Montréal, parce que moi, je viens de la région de la Mauricie. Donc, c'est le party qui commence. Je sors de la campagne pour m'en venir en ville, donc c'est sûr que j'ai sorti dans les bars, tout ça, les premières années que j'étais à Montréal. Puis, j'étais toujours avec la même copine. Ça, c'est mon amie de prédilection pour sortir dans les bars. Puis bon, après quelques verres, j'étais pas capable d'aller aux toilettes tout seul parce que je trouvais qu'il faisait noir. Mais tu sais, là, c'est-tu l'alcool? C'est-tu... Généralement, il fait noir dans les bars aussi, ça. Là. Fait que tu te dis, bah... Jusqu'à quel point que t'associes ça à j'ai quelque chose qui marche pas? Parce que, tu sais, je veux dire, n'importe qui sort dans les bars entre copines, ils vont tous aux toilettes ensemble. Tu sais, je veux dire, je faisais pas vraiment exception, disons, tu sais. Fait que pour toi, c'était normal? Ben oui, puis c'était normal pour elle aussi. Tu sais, elle m'a jamais dit, mon Dieu, Marie, il y a de quoi qui marche pas. Là, elle m'a juste dit, ben, tu sais, viens, on y va ensemble, puis, tu sais, là, on s'accrochait, puis on montait les escaliers ou on les descendait, pas selon. Du tout. Ah ouais, c'est rétrospectivement que tu dis. Ah ouais. C'est ça. C'est un coup, je l'ai su, j'ai fait, OK, ben d'abord, ça devait être là, vraiment, les premiers symptômes, parce que sinon, là, c'est ça, je pouvais pas voir là, ce que j'avais fait de différent à ce moment-là. Puis il n'y a pas un moment, justement, où les maladresses sont devenues plus fréquentes quand tu étais jeune adulte, dans la vingtaine? Ça a été vraiment, moi, après l'accouchement de ma fille. Parce qu'entre ça, là, j'ai travaillé, tu sais, j'étais infirmière auxiliaire de métier, j'ai travaillé dans un bloc opératoire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pendant plusieurs années, où j'ai travaillé dans le noir en ophtalmo, justement, qu'on était au microscope. Oh, en ophtalmo. En fait, je faisais toutes les spécialités, mais tu sais, en ophtalmo précisément, on travaille souvent dans le noir parce qu'on a besoin des microscopes, justement. J'ai jamais eu, tu sais, d'erreur de compte dans mes instruments. Je me suis jamais... tu sais, j'ai jamais eu d'erreur de... Je comprends que tu n'as jamais eu d'erreur, mais est-ce que tu remarquais qu'il y avait quelque chose? Même non. Pas. Pour toi, c'était normal. Non, c'est ça. Okay. Comment tu as commencé à t'en rendre compte?
C'est ça, quand j'ai accouché de la petite, ben là, c'est sûr, avec un enfant, vient beaucoup de jouets et... de choses qui traînent par terre. De choses qui traînent par terre. Puis là, je m'accrochais beaucoup, puis je me disais, ouais, comment ça, je les ai pas vus, tu sais? Ou les portes d'armoire dans la cuisine. Des fois, j'en laissais une ouverte pour placer la vaisselle. Puis là, je partais faire quelque chose, puis je revenais, puis bang, c'est ça, je rentrais dedans. Puis là, je me disais, voyons, comment ça que j'ai pogné la porte dans le front, là, tu sais, c'est quoi mon problème? Mais là, j'ai 30 ans, moi, à ce moment-là, je me dis, bon, je dois avoir besoin de lunettes, là, tu sais, c'était pas... Mais tu travaillais en ophtalmo, fait qu'est-ce que tu connaissais à ce moment-là, avant de recevoir ton diagnostic? Est-ce que tu connaissais cette maladie-là? Ou... Non, pas du tout, parce que comme elle n'est pas opérable, justement, c'est quelque chose que je voyais pas au bloc opératoire, tu sais, c'est ça. Moi, je connaissais pas du tout ça. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans ma carrière puis que j'ai eu besoin de côtoyer là, comme patient. Puis, tantôt, Bianca, tu parlais de taches noires. Oui. C'est comme ça, toi. Dans le fond, le médecin t'a appelé. Le premier examen que tu as passé de la vue, est-ce que c'était un examen normal de la vue que tu passais? Oui, chez l'optométriste. OK. Là, qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait des taches. Oui. Bien, elle m'a dit, c'est pas clair. Je vois des taches noires. Je veux pas trop m'avancer. Je sais pas c'est quoi. Je vais t'envoyer en ophtalmo. Et toi, à ce moment-là, c'était l'époque des portes d'armoire. C'était l'époque où tu te frappais un petit peu dans les portes d'armoire. On est rendu à 2-3 ans plus tard parce que, tu sais, j'ai pas consulté tout de suite, là. Oui, ça t'inquiétait pas. Non. C'est ça. Je comprends. Moi, je continuais à conduire. Même, j'étais infirmière auxiliaire sur la route à ce moment-là pour un CLSC. Fait que, tu sais, j'avais des patients différents dans différentes maisons, appartements. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis pas... je trouvais pas que je m'accrochais chez tout le monde. Là, je veux dire, ça allait bien en milieu inconnu. Là, puis tout ça. Je faisais mon travail, tout ça. Ça allait quand même bien. Tu sais. OK. Puis quand il t'a parlé ou elle t'a parlé d'anomalies dans tes yeux, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? T'as pas en tout pensé que ça allait être grave, là? Non, pas à ce point-là. Non, OK. Non, moi, je me disais ça, ben, écoute, j'ai besoin de lunettes. L'ophtalmo va me dire qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, comme j'avais travaillé au bloc opératoire, ben, c'est ça, j'avais déjà des contacts avec des chirurgiens. Dans le fond, je me suis dit, bon, je vais prendre action, puis je vais consulter, c'est ça, un médecin que je connais bien, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y en est, tu sais, mais... C'est un collègue à toi qui a fait l'examen? C'est ça. Oh, OK. Puis là, est-ce que tout de suite, il a vu... Ah ouais, là, ça marche pas du tout, là, tu sais, là, le diagnostic a été posé la journée même, là, que c'était la rétinite pigmentaire. Est-ce que tu savais ce que c'était? Non. Non, c'est ça. Là, il me l'expliquait rapidement, puis, tu sais, rapidement, les infos viennent, mais là, ça vient, on dirait, trop vite dans ma tête, là, tu sais, que là, il me parle du permis de conduire, que incessamment, ça va se terminer, mais, tu sais, j'ai pas de date, là, tu sais, c'est juste... Éventuellement, je pourrais plus conduire. C'est ça, éventuellement, ça va se faire. Voici ce qui arrive, c'est tes comptes, c'est ça. Tes bâtonnets, je m'excuse, décèdent. Un après l'autre, si tu veux, là, pour faire ça simple, là, comme un des mortels. Donc, il dit, ben, tes champs vont continuer à rétrécir, puis je comprends pas que tu puisses être capable de conduire encore sans qu'il t'ait rien arrivé dans le fond. OK, ouais. Il se disait, oh, la madame, elle est un petit peu dangereuse. Ouais, c'est ça, là. Fait que là, la question se pose sur ça va être quoi les prochaines procédures, parce qu'à ce moment-là aussi, on me dit que j'ai un début de cataracte, que moi, je vois pas, mais qu'on me dit que ça a un lien avec la rétinite pigmentaire, que souvent, ça vient avec la maladie. Donc, aussitôt que ça l'apparaît, ça serait préférable de les enlever, tu sais, avant qu'en plus, je perde ma vision centrale parce que ça devient trop blanchi par la cataracte. Fait que moi, je m'en retourne chez nous avec mon petit bonheur, là, tu sais, je suis comme, bon, ça a l'air spécial, mais tu sais, c'est pas... Fait que donc, avec du recul, t'es capable de dire que t'avais pas eu toutes les informations nécessaires, là. T'avais eu... On te dit c'est quoi la maladie, mais jamais l'ampleur de ce qui t'attendait. Ben, je vais être honnête avec toi, je sais pas si c'est parce qu'on me... Ou tu l'as bloqué. Tout donné. Ouais, c'est ça, ou si c'est moi qui les ai pas tout entendus. Tu sais, je sais pas si à un moment donné, c'était trop d'informations, puis mon cerveau, il est juste parti en vacances pendant 5 minutes. Il a oublié le restant de la conversation, je sais pas. C'était peut-être un endroit plus agréable, faut dire, hein? Les vacances. Fait que là, ben moi, en tout cas, de ce que j'avais compris, là, c'est que ce qui s'en est, là, c'était les chirurgies de la cataracte. Moi, c'est ce que j'avais compris, que c'était ça la prochaine étape, la plus critique. Mais bon, tu sais, critique, on s'entend, là, ça commençait, là, c'était pas quelque chose de gros, mais bon. C'était comme c'est ça qui s'en vient. Une chose à la fois, on va falloir qu'on opère les cataractes. Là, tu reviens à la maison, puis c'est pas la panique, là. Non, c'est pas la panique tout de suite. Puis là, après, on me dit, bon, ben là, on va te mettre ça en maladie parce que va falloir être opéré, puis on peut pas faire les deux yeux en même temps. Donc, tu sais, on va faire un œil le mois prochain, puis l'autre dans 2 mois pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, tout ça. Donc là, t'as été opéré.
Fait oui, mais avant d'être opérée, dans le fond, quand ils m'ont donné le diagnostic, c'était au mois d'avril. Ouais. Au mois de mai, ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, OK, ce soir, tu vas stationner ta voiture chez toi, puis tu conduis plus. C'est fini. C'était terminé à vie? C'était terminé. Là, c'était... De ce que j'ai compris, c'est qu'il avait consulté d'autres médecins pour savoir, c'est ça, ce qu'il fallait que j'arrête de conduire tout de suite. Puis là, il a dit, moi, je suis dans l'obligation de l'inscrire dans ton dossier médical, que tu as été avisé que tu as une rétinite, que tes champs visuels sont trop restreints, puis que là, tu serais criminellement responsable, finalement, de ce qui arriverait sur la route s'il arrive quelque chose, parce qu'on t'a avisé, tu sais, que là... bien conduire une voiture, là, moi, je pense souvent aux personnes âgées à qui on retire le permis à un moment donné parce qu'ils sont rendus trop âgés. Puis là, mais quand tu dis dans la trentaine, tu n'as plus de voiture. Là, tu dis, là, je viens de perdre une grande part d'autonomie que j'avais, que là, tu n'auras plus. Là. Ouais. Ça a dû être un choc. C'est clair, mais on dirait que ça non plus, je l'ai pas vu comme un choc tout de suite. Ça a été quelques mois après. On dirait que là, c'était comme trop d'affaires. Tu sais, j'étais trop sur l'adrénaline de, OK, je touche plus à l'auto, mais là, les chirurgies s'en viennent. Fait que là, j'ai embarqué, on dirait, tout de suite dans ce processus-là, en me disant, moi, mais ce qu'on m'avait dit, c'est que quand tes chirurgies vont être finies, nous autres, on te signe ton retour au travail, puis... Toi, tu disais, je vais reconduire. Non, mais je me disais, je vais revenir travailler. OK, ouais. C'est un retour, comme un semblant de retour à la vie normale. Tu disais ça. C'est ça. Là, je me disais, c'est un coup à donner, là. Tu sais, je m'en vais faire les chirurgies de la cataracte après. Fait que c'est sûr que là, tu vois la voiture partir, t'es comme, OK, c'est vrai. C'est fini. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est un certain choc. Mais c'est surtout le fait de ne pas revenir travailler après. Ça a comme été la dernière claque. Là, en fait, tu t'aurais pu, mais c'est un peu complexe l'histoire. Tu aurais pu revenir, tu étais sur une liste de rappels, mais finalement, on t'a pas rappelé. Puis là, tu t'es retrouvé plus d'emploi. C'est ça. On m'a dit comme tu peux plus faire ton poste, qui était un poste de soins à domicile. Avec auto. Dans le fond, il fallait conduire pour ton poste. C'est ça. Exactement. On t'avait proposé au départ, par exemple, de le faire à pied. Parce que t'étais en forme. Ma boss immédiate, elle voulait me garder parce qu'elle dit ça. Et Marilyn, les patients à terme, nous autres, on s'entend super bien que toi, on comprend pas pourquoi il faudrait que tu partes. T'sais. On comprend là, que tu as eu un diagnostic, mais elle non plus, elle était pas sa panique là, dans le sens qu'elle était comme, voyons, t'aimes ça bouger, tu iras faire les prises de sang à pied, là, Bianca, est-ce qu'on voit ça souvent, des gens qui perdent leur emploi? Oui, c'est sûr. Puis ça dépend, en fait, notre emploi, à quel point il dépend de la vision. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui est coiffeur, qui est en mécanique, qui est dans des domaines où il faut vraiment la vision, oui, ça peut arriver, tu sais. Tandis qu'il y a des domaines, ou même il y a des vies où la personne, son domaine est plus, entre guillemets, adaptable. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui travaille dans un bureau, on peut lui fournir, ça dépend de c'est quoi la maladie, mais en général, des adaptations, peuvent faire que c'est possible de continuer. Fait que, il n'y a pas une réponse identique pour tout le monde, mais oui, ça arrive souvent que les gens, ils se réorientent, puis ils vont vers un autre domaine, puis qu'ils perdent leur emploi. Oui, ça peut arriver. Oui. Mais dans ton cas, Marilyn, toi, l'Institut Louis Braille Nazareth, avait dit à ton employeur que tu pouvais continuer. Ben oui, eux autres sont venus s'asseoir avec moi, puis je les remercie aujourd'hui parce que quand même, ils ont vraiment tout fait pour que je retourne sur le marché du travail, c'est ça, dans ce que je faisais, parce que moi, c'est tout ce que je sais faire, tu sais. C'est tout ce que j'aime faire. Donc, pour eux autres, c'était super important de venir expliquer la maladie, puis de bien, justement, là, défaire les jugements par rapport à ça, puis de la panique, surtout, de dire, OK, tu sais, c'est pas qu'hier, elle voyait, puis aujourd'hui, elle voit plus rien, là. Tu sais, elle voit la même affaire qu'hier. Oui, effectivement. Puis elle peut voir encore comme ça pendant des années. Fait qu'eux, ce qu'ils suggéraient, justement, à l'Institut, c'était, regarde, tu sais, on peut peut-être prendre en compte que, mettons, Madame Gélina s'engage à chaque année à aller faire un test de vision. Puis si jamais ça dégénère, là, on pourra prendre action puis dire, écoutez, là, c'est peut-être le temps, tu sais, de laisser ce travail-là de côté. Mais tout ce qu'on essayait de proposer, nous autres, tu sais, on se faisait fermer la porte, là, complètement. Et pourtant, aujourd'hui, je ne sais pas si tu es encore bénévole, mais tu travailles en soins palliatifs, peut-être des gens qui sont en fin de vie. Je l'ai fait, le temps que je demeurais à Laval, mais pendant 4 ans. Tu étais capable de les aider, ces gens-là. Là. Ben oui. Et même si c'était plus physique, je te dirais ça, parce que je les amenais dans le bain, je les habillais.
Ça, c'était bien plus Ça, physique du que ma bénévolat job que tu faisais, d'infirmière, ouais. Ben oui. Donc, tu étais capable d'accomplir plusieurs tâches. Oui. C'est ça qui est dommage, Bianca, je trouve. Oui, je comprends. Oui, des fois, l'organisation des choses, hein. Tu sais, c'est sûr que si on parle de la personne qui a un problème visuel puis qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire pour accommoder tu sais, la personne puis qu'elle puisse continuer à donner tout ce qu'elle a à donner, il y a souvent des choses à faire. Tu sais, il y a souvent des choses à faire. Des fois, les obstacles, ils viennent pas de la personne. Tu sais, ils viennent de plein d'autres choses, tu sais. Puis toi, parce que là, je veux parler aussi parce que c'est une maladie héréditaire, hein? La rétinite. Oui. T'as une fille. Oui. Et t'as un frère. Oui. Est-ce que t'es la seule dans ta famille à avoir cette maladie? Ben, en fait, on est 3. Il y a mon frère, ma soeur et moi. OK. Puis quand moi, j'ai reçu mon diagnostic, on m'a fortement conseillé d'aller en génétique à Sainte-Justine pour qu'on puisse tester toute la famille pour savoir qui avait d'où le ça gène. venait, finalement. Ouais, C'est ça. Qu'est-ce qui était en cause. Donc, on est allé. Puis mon frère, qui est le plus vieux, à ce moment-là, a su qu'il était porteur aussi. Ma soeur, non. Mais il est porteur ou il l'a? Il l'a. Aussi. OK, Oui, il l'a aussi. Puis lui, est-ce qu'il avait des symptômes? Pas plus que moi, là. Tu sais, je veux dire, dans le sens qu'il y a des choses, des fois, que... Je dirais que c'est plus, mettons, lui, c'était plus en hauteur. OK. Tu sais, des fois, il se cognait, parce que ça, si des choses étaient trop basses, là, exemple, je sais pas, une branche d'arbre, oui, il voyait pas des fois, ouais, c'est ça, il pouvait s'accrocher dans la branche un peu, mais tu sais, il y avait rien de flagrant à part ça, là. OK. Fait que là, lui, il l'a pris comme ça. Ouais. Et ça a dû être un soulagement pour toi parce que ta fille l'a pas. Non, ça, c'est sûr qu'elle ne peut pas l'avoir. OK. Parce qu'il aurait fallu que les 2 parents, donc moi et son père, on soit vraiment porteurs des mêmes copies. Oui. Donc, génétiquement. Mm-hmm. Et nous, ben, dans le fond, c'est que nos parents, ça avaient les mêmes copies, les 2. Donc, ça a été transmis. Il y avait 50 de chance, dans le fond, que chaque enfant l'ait. Ah oui. Donc, c'est ça. On est 2 sur 3. Puis, donc, c'est ça. OK. Est-ce que... toi, à quel âge tu as commencé à expliquer à ta fille ta maladie? Ah, ben tout de suite, quand j'ai arrêté de conduire. Parce que, premièrement, il fallait que j'explique pourquoi que j'étais plus capable d'aller la porter à la garderie. Elle avait quel âge à ce moment-là? À la garderie? Elle avait 3 ans. 3 ans, Ah ouais. Ouais. Elle était petite, mais c'était drôle. Ben, c'était drôle. C'est parce que, tu sais, je la revois tellement dans son innocence pauvre elle. Tu sais, la première journée qu'on a pris l'autobus, parce que là, je venais d'y expliquer, maman, elle a une maladie dans ses yeux. Tu sais, il va falloir prendre l'autobus, on ne pourra plus prendre la voiture, tout ça. Tu sais, elle était correcte avec ça, là, tu sais. Mais pas là, plus compliqué que ça. Non, tu sais, il faut prendre l'autobus, OK. Mais là, elle rentre dans l'autobus, puis elle s'assit, puis elle se tourne de bord, tu sais, puis elle s'appuyait sur le dossier, puis elle demandait à tout le monde, toi, c'est quoi ta maladie dans tes yeux? Elle pensait que l'autobus, c'était juste pour les gens qui voient pas bien. Elle pensait que c'était le transport adapté, elle, là. C'est très cute, ça. Ben, j'étais comme, bon, OK, mon explication était peut-être pas claire. Elle a compris, bien entendu, en vieillissant, là. Oui, ça n'a pas été long. Très drôle, c'est très drôle. On rit, mais ça n'a pas été facile, là. Ça, tu sais, t'as eu des bouts tough. Ouais. Les 2 premières années, là... Ouais. Je suis pas gênée de le dire, j'ai vraiment fait une dépression sévère, là, parce que pour moi, même, le je voyais plus de pas job. de bout, là. Puis là, tu disais que tu m'as dit que tu as eu peur de perdre ton... Parce que là, t'as plus d'argent, là. T'as plus de ressources, t'as plus rien, là. Là, t'as peur de perdre ton appartement, à la limite, la garde de ta fille, parce que tu comment je vais m'organiser. T'as plus de char, plus de job, plus rien. J'ai plus rien. Ben, j'ai plus rien. J'ai ma fille, mais tu sais, je veux dire, j'ai plus rien qui garantit ma sécurité financière et physique, parce que là, je me dis, si je perds l'appartement, je me retrouve où? Tu sais, où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce qui va m'arriver? Elle, mais mon plus gros bout, ça a toujours été elle, c'est sûr. Je me disais, est-ce que, tu sais, si je perds sa garde, moi, c'est ça. Ouais. Je veux dire, j'ai plus de but à être... T'as plus envie de vivre, là? Non. T'as eu des moments dépressifs, justement, où tu disais que t'avais plus envie de vivre, là? Claire. C'était dur. Clairement, parce que là, oui, ça, c'est sûr que, tu sais, on dit l'argent fait pas le bonheur, je comprends, là, mais, tu sais, ça t'en prend quand même un peu, là. Pour manger, puis... C'est ça. Fait que là, tes parents t'ont aidé. Oui, un petit peu au début, les premiers mois, parce que j'avais rien qui rentrait. OK. Parce que, justement, j'avais un lien d'emploi, mais ils me gardaient sur appel à ne pas m'appeler. Fait que là, qu'est-ce que tu veux que j'aille? T'avais droit à aucun... Non. Finance, OK. Non, parce que c'est ça, mon lien d'emploi était toujours présent. Donc, pour moi, c'est impossible d'aller chercher, c'est ça, du chômage ou autre chose. Et là, bon, ben, quelques mois plus tard, c'est ça, j'ai revu un rétinologue qui est un spécialiste en rétine qui me dit, écoute, tu sais, moi, je peux te mettre en arrêt comme invalide
parce que au niveau de la loi, t'es aveugle. Mm-hmm. Tu sais, c'est chose qu'on m'avait pas expliqué avant. Mm. Donc, il dit, si tu veux, je te le signe. Puis au moins, ça va te sortir de la tête de l'eau un peu. Ça va te permettre de recevoir quelque chose. Puis tu verras après ce que tu vas faire des prochaines années. Là, je comprends que c'est trop en même temps. Là, fait qu'à un moment donné, il faut y aller avec ce qui presse. Ce qui presse, c'est de te garder un toit sur la tête. T'sais. Ouais, ouais. Donc, il m'a signé ça. Et là, j'ai eu droit, c'est ça, à la rente d'invalidité jusqu'à ce que les assurances salaires se règlent quelques mois encore plus tard. Fait que ça a quand même été quelque chose qui a duré 6-7 mois au total, là, avant que vraiment je puisse dire, bon, ben j'ai de l'argent pour survivre, c'est ça, puis faire... Entre-temps, t'allais manger dans les banques alimentaires. Oui, je suis allée chercher des sacs d'épicerie là-bas, puis je me souviens parce que j'avais pris une photo, puis j'avais envoyé ça à ma sœur, puis en disant, écoute, je pensais jamais vivre ça dans ma vie, là. Je suis au bout de ce que je pensais vivre, là, tu sais. Tu réalises quand même, hein, t'as un métier, t'es infirmière, t'as une belle carrière t'as une belle carrière devant toi, puis ça arrive, puis là, tu te retrouves à aller dans les banques alimentaires pour aller te chercher de la nourriture. Ouais. Puis là, ben, veux pas, t'as une jeune fille. Oui. C'est beaucoup de pression là, sur tes épaules, là, la maladie, plus de job, ta fille... C'est ça. Puis ma fille, je voulais pas trop qu'elle s'en rende compte, tu sais. Ouais. C'est ça ton rôle de parent, c'est de les protéger, tu sais. Donc là, t'es pris entre mon Dieu que je fais le pas, puis il faudrait pas que ça me paraisse trop dans la face. Fait que t'es toujours entre deux de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Faut que je sois forte, là. Ouais. T'as pas le choix. Mais tu sais, il y a une journée quand même que j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, maman, aujourd'hui, tu peux-tu venir jouer avec? Parce que mon nez de clown, je suis plus capable. Ah ouais. J'ai juste le goût d'aller me coucher en pleurant. Ça, c'est comme, je sais pas d'autre chose à te dire. Fait que si tu veux juste venir me dépanner une journée. Puis ma mère pourrait vous le confirmer, là, j'ai jamais demandé de garder ma fille vraiment dans ma vie parce que je fais tout avec elle. Là, on a tout le temps fait plein d'activités et avant la maladie et après. Là. Fait que tu sais, mais là, j'étais au bout du rouleau. Ah ouais, j'étais... Puis pas de ressources non plus tellement, là? Non, pas tellement, parce que, tu sais, je les connaissais pas. Puis je pense qu'un peu, ce diagnostic-là, comme ça se guérit pas, comme il y a rien, on dirait qu'on fait juste te l'annoncer, puis après ça, ben... Gère-toi, là. C'est ça. Mais on va en parler tantôt, justement, un peu plus tard, des ressources, parce que toi, tu es très présente sur les réseaux sociaux. La raison de ta présence, c'est justement parce que tu veux aider les gens qui... Tu dis, si les gens ont cette maladie-là, subitement, c'est quoi les ressources qu'ils ont? Fait que toi, tu veux faire ça, tu veux aider les gens. Alors, on va prendre une petite pause. Question, Bianca et Marilyn, de reprendre notre souffle, parce que, franchement, on aborde des sujets bouleversants et très importants. Alors, on revient dans quelques instants avec la suite du témoignage de Marilyn Gélina. Alors, vous écoutez Ivoire clair. Je suis Bianca Lucier, accompagnée de Nathalie Barrette. Et aujourd'hui, notre invitée est Marilyn Gélina. On parle de la rétinite pigmentaire, de la perte progressive de la vision et on voulait explorer un peu plus la fameuse canne blanche, le sentiment d'imposteur, tu sais, la réalité des personnes qui sont un peu entre voyants, entre aveugles. Toi et moi, on est dans cette situation-là, Marilyn. Pour ce qui est vraiment de la canne blanche, à quel moment, toi, tu as commencé à utiliser la canne blanche, que ce soit occasionnellement, à la traîner, à la prendre, à l'envisager? Ah, mon Dieu, je l'ai jamais envisagé, mais on me l'a donné tout de suite quand on m'a donné le diagnostic. Finalement, là, tu sais, quand l'Institut Nazareth est rentré dans le dossier, on m'a tout de suite dit, ben garde, on va faire ton cours à la mobilité. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé ça bien intéressant, mais je l'ai laissé dans mon garde-robe pendant une couple de mois. Ah ouais, OK. Ouais, ça a pris du temps. Je dirais peut-être, tu sais, après mes 2 ans là, de reconstruction, là, j'ai appris vraiment à l'apprendre plus d'une façon... comment je dirais? J'ai essayé de l'avoir plus comme mon ami que comme mon ennemi à partir de ce moment-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'un beau matin, t'es allé dans ton garde-robe, puis t'as dépoussiéré ça, puis t'as dit, je l'essaye? C'est parce que je me suis rendu compte que, tu sais, si tu t'affiches pas, les gens, ils peuvent pas deviner, hein? Ouais. Puis là, ça me frustrait.
comment le monde passe donc bien proche. Puis, tu sais, là, j'étais comme, Marie, ça, c'est. Ils ne savent pas. C'est ta responsabilité, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais, bon, ben là, faut que c'est ça, que je m'assume là-dedans, que je la sorte. Mais tu sais, même à ça, là, je pense qu'on parle, là, tu sais, on est rendu 12 ans plus tard, là, puis même à ça, la canne, je l'assume pas tout le temps encore aujourd'hui. Tu sais, des fois, j'ai de la misère. Je suis comme, bon, je m'en vais faire la bête de foire. Tu sais, je dis ça parce que je sais que je vais me faire regarder. Puis toi, contrairement à quelqu'un qui est en cécité, ça se peut que tu le vois quand les gens te regardent, même si tu as besoin de la canne. Hein? Oui, Est-ce que les gens te regardent quand tu as ta canne? Oui, beaucoup. Ah, ouais? Ouais. Je pense que j'ai pas le look, je sais pas, d'une aveugle dans leur tête. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, je sais pas. Je pense que les gens, ils s'attendent à ce que physiquement, premièrement, ça paraisse plus, tu sais, que t'aies un œil croche ou que... Je sais pas. Il y en a pas sûr de toi, que tu regardes dans le vague ou des choses comme ça, peut-être. C'est ça. Ouais. Alors que toi, tu nous regardes clairement dans les yeux. Ta tête se déplace, tu regardes Bianca, tu me regardes. Donc, c'est difficile de s'imaginer, de croire que tu as une maladie... déficience visuelle. Oui, je peux croire que c'est difficile, c'est ça, pour les gens de s'imaginer, mais en même temps, tu sais, je sors pas ça pour le fun. Ben non, ben non. Tu sais, puis on dirait que la balance entre les deux est dure à trouver pour tout le monde, tu sais. Fait que t'es comme entre deux, toi. Tout le temps. T'as un handicap, mais pas visible. Donc, c'est plus difficile à le prouver, là. Puis probablement aussi le fait que toi, tu vois bien. À la base, quand tu étais jeune, tu as des références totalement visuelles. J'ai remarqué tantôt, tu sais, comme Céline t'imitait avant qu'on était en honte, t'imitais la mimique de Céline Dion, mais parce que tu as bien vu, tu sais, versus quelqu'un qui naît avec une déficience visuelle, ils vont pas des fois connaître toutes ces choses-là. Fait que j'imagine ton identité, elle devait être une identité comme de voyante, entre guillemets, tu sais, puis là, tu arrives avec une déficience visuelle, des gens qui voient pas du tout. J'imagine que tu t'identifies moins au début? Ben oui. Puis, tu sais, aussi, avec, justement, le cours à la mobilité, on m'avait dit, éventuellement, il va falloir que tu écoutes la circulation. Hey, moi, juste de me faire dire ça, je panique parce que je suis comme... c'est justement, de base, je suis une fille visuelle, tu sais, je suis zéro auditive. Fait que je me disais, ça va être le fun rendu là. Mais bon, ça fait partie du cheminement. Mais quand on parle de sentiment d'imposteur, Marilyn... Donne-moi un exemple. Tu sais, tu me parlais de métro, là. Oui, bien, c'est ça, dans les transports en commun, mettons que moi, personnellement, je vais lever. Tu sais, des fois, c'est ça, je rentre avec ma canne, mais tu sais, j'aurais le goût de lire mes nouvelles sur mon téléphone. Mais là, je me dis, bon, je mets-tu mes lunettes? J'aimais pas, j'ai-tu l'air folle? Qu'est-ce que le monde va penser? Vont-tu faire comme, bon, elle joue à l'aveugle, mais elle l'est pas? Tu sais, c'est ça, c'est dur parce que t'es comme toujours en... Tu te dis, ben j'ai besoin de cette aide-là, tu sais, la canne, mais en même temps, je suis pas totalement aveugle. Fait que jusqu'où je m'assume puis que je me fous de ce que les autres pensent. C'est toujours ça. Je trouve ça tellement intéressant que tu dis ça parce que dans le fond, ce que ça me suggère, c'est que le problème, c'est que les gens, ils pensent que la canne, ça veut dire être aveugle. Oui, totalement, c'est ça. Mais c'est pas ça dans la réalité. La canne, ça veut dire j'ai des difficultés visuelles. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas du tout une question de mentir en ayant une canne. Non. Mais ce que tu me dis, c'est tellement fréquent de ressentir ça. Puis tu sais, je le comprends aussi, là, le fait d'avoir une déficience visuelle puis d'avoir l'air de voir, c'est pas clair. C'est pas clair. On voit pas clair, mais les autres, c'est pas clair. Ben, tu sais, Bianca, tantôt, je disais en ouverture d'émission que plus je travaille avec toi et plus je parle de déficience visuelle, puis plus je réalise à quel point il y a des préjugés et beaucoup d'incompréhension. Puis quand je dis que je travaille des fois sur ce type de projet-là, les gens ont tous, c'est pas, écoute, j'en reviens pas, les gens qui sont cultivés, là, avec qui je travaille et tout ça, mais là, les gens à déficience visuelle, pour eux, ben ta chum, tu vas-tu la chercher chez elle? Ma chum, c'est Bianca. C'est moi, c'est toi, Bibi. Ça. C'est Bibi. Fait que Bianca, tu vas-tu la chercher? Ben non, je la prends le métro. Quoi? On prend le métro. Elle n'est pas aveugle. Ben, elle a une déficience visuelle. Puis même si elle était aveugle, elle pourrait prendre le métro. Mais c'est ça, fait que les gens sont complètement dans le champ des fois quand on parle de déficience visuelle. Puis justement, avec notre projet, et on va parler du tien bientôt, Marilyn, on veut démystifier tout ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Fait que donc, la fameuse canne blanche, c'est ça. Puis tu sais, quand les gens ils te prennent par le bras, t'as ta canne, puis là, quelqu'un te prend par le bras, puis on traverse la rue, ma grande. C'est pas le fun. J'avais fait le saut. En plus, j'étais avec ma fille, moi, cette journée-là. Donc, moi, quand je suis débarquée, je l'ai tenue par son bras, puis j'avais ma canne du côté droit, parce qu'on arrivait de son cours de danse. Donc, il fait noir dehors, puis c'est une habitude qu'on a. De toute façon, ma fille est tellement habituée maintenant que, tu sais, je m'accroche après elle, puis elle-même, elle se sent plus sécure quand on fait ça. Mm-hmm. Mais là, la dame, elle arrive du côté que j'ai de la canne.
donc du côté droit, mais elle m'avertit pas. Puis comme elle est à ma droite, elle est sur le côté, elle est pas dans mon champ, donc je la vois pas. Mais là, elle me pogne le bras, puis elle commence à me tirer pour traverser la rue. Oui, ça, c'est envahissant. Mais là, moi, je le sais pas au début, ça, dans ma tête, ça va vite, là. Je suis en train de me faire voler, tu sais. La personne est en train de m'agripper pour partir avec mon sac à dos. Hey, là, Ah ouais. j'ai 2-3 secondes de panique dans la tête. Puis là, en plus, je me suis dit, mais pourquoi qu'elle aurait voulu m'aider vu qu'elle doit m'avoir vu que je t'accrochais après ma fille? Fait que pourquoi qu'elle me tire dessus? Puis là, je suis comme, bon, là, faut-tu jouer à l'aveugle dans le sens que je dis rien, que je la laisse me traverser? Puis j'ai dit, ben non, je suis capable, tu sais. Bianca, faut le dire. Ben, il faut. Moi, je suis pas la vérité infuse, tu sais. Non, mais toi, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Non, mais c'est difficile de bien réagir. Moi, je te comprends totalement, Marilyn. C'est que les choses arrivent tellement vite, des fois. Moi, je dis souvent que quand on a une déficience visuelle, on vit dans un monde de surprises perpétuelles. Oui, puis c'est ça que la personne, elle fait pas ça pour mal faire. Non. Je savais bien que son intention, c'était de m'aider, tu sais, mais c'est juste que là, quand elle m'a jamais parlé, j'ai fait le saut, c'est ça, puis deux, je suis comme, c'est ça, t'es toujours dans l'obligation de te dire, c'est ça, faut-tu jouer à plus aveugle que je suis? Ou j'ai dit non, c'est correct, madame, c'est beau, tu sais, c'est ça, ça serait quoi ton finalement, approche? Tu sais, moi, ce que je pense, ce que j'essaye là, quand il arrive des choses comme ça, c'est de me préparer des phrases quand je relaxe. Là, je me dis, OK, si ça... Mettons, j'ai rien à faire, là, dans le bus, je me prépare des petites phrases, puis quand ça arrive, parce que des fois, on n'a pas le temps de bien réagir, entre guillemets. Ouais. Fait que c'est de dire, OK, je sors ma phrase, tu sais. Fait que c'est de dire, alors, c'est quoi ta phrase, tu vois, si quelqu'un te prend par le bras? Ben moi, ça m'arrive moins parce que c'est rare que je me déplace avec une canne. J'ai une canne d'identification, mais j'ai peut-être moins de difficultés dans les déplacements. Oui, je vais plus la prendre en voyage quand tout est nouveau ou dans des endroits vraiment inégaux, là, comme par exemple quand je fais de la randonnée, là, il me faut vraiment des bâtons. T'sais, fait que ça m'arrive un petit peu moins, mais ça m'arrive des fois tout le temps, parce que moi, je suis dans l'entre-deux un peu comme toi, constamment que les gens, soit ils pensent que je vois ou soit ils pensent que je vois pas. Puis moi, j'essaie toujours de dire, ben c'est entre les deux. Tu sais, je vois, mais pas bien. Puis ça serait pas avec des lunettes, puis ça serait pas avec le laser. T'sais, fait que quand quelqu'un veut m'aider, puis c'est un peu trop, des fois, je vais dire, c'est gentil, mais ça va, je vois quand même un peu. OK. Tu sais, quelque chose comme ça. Mais se préparer des petites phrases. De se préparer des petites phrases, tu sais, c'est bon ça, je pense. Puis de les faire quand on est relax, fait qu'après, tu sais, l'automatisme embarque parce que c'est vraiment de la surprise. Oui. C'est ça, tu sais. Par exemple, moi, toi, c'est parce que c'est arrivé sur ton côté droit. Moi, c'est que je vois pas bien de loin, fait que des fois, les gens sont comme, salut Bianca, parce que eux, ça fait comme... Ben, je veux pas dire une demi-heure, mais peut-être 5 minutes qui me voient, mais moi, je les vois juste quand ils sont collés, tu sais. Fait que j'ai comme, souvent, il faut que je me trouve à devoir réagir comme rapidement, tu sais. Fait que là, avec le temps, je commence à avoir plus mes petites phrases, mais ça peut toujours m'arriver, des fois où je suis surprise, puis que je suis comme, j'ai mal réagi, tu sais. J'ai mal réagi, des fois, je m'en veux un peu, mais je pense qu'il faut pas faire ça parce que c'est... comment je peux dire, on peut pas tout le temps réagir au top de notre déficience visuelle. Puis, tu sais, on n'est pas parfait, hein? Ben, c'est une bonne idée, par exemple, les petites phrases toutes prêtes. Mais tu m'as conté aussi, puis c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Tu sais, quand tu t'assois dans l'autobus ou dans le métro, puis que tu prends un siège pour personnes avec limitation ou handicap, mais moi, je te vois t'asseoir là. Personnellement, là, je vais y mettre un commentaire de voyante. Je me dis, mais elle sait pas, franchement, c'est pour les non-voyants. Oui, c'est ça. C'est vrai, je me dis ça. Écoute, Marilyn, 0 feeling. Là. Je t'ai vu tantôt dans le corridor, on s'est envenus en même temps. Tu marchais devant moi avec ton sac à dos, ton beau sweatsuit, tu sais, toute bien belle. Pas de canne, rien. C'est sûr que si tu t'assois sur une chaise qui est réservée à une personne en situation de handicap, je vais peut-être même te dire, hey, c'est pas pour toi, ça. C'est pour ça que tantôt, je te disais, justement, c'est de notre sort aussi de s'afficher. Exactement. Avec la canne ou le chien. Il faut quand même que tu laisses voir aux gens. À un moment donné, tu n'as pas le choix de l'assumer, la canne, pour ça, parce que... Ou sinon, tu assumes que les gens ne le savent pas, puis que c'est ça. Il va t'arriver des choses. Quand il commence à t'arriver trop d'affaires, c'est comme un pour et un contre. Parce que la canne, elle a des avantages, mais si elle est dure à prendre, c'est qu'elle a des inconvénients aussi, tu sais. Puis le but dans la vie, c'est qu'il y ait plus d'avantages que d'inconvénients, tu sais. Est-ce que la sécurité est en jeu? Est-ce que je suis comme tout le temps comme, telle personne pensait ça, faut que j'explique, tu sais. Fait qu'il faut que ça... À quelque part, je le vois comme un pour et un contre, puis il faut qu'il y ait plus de plus. Faut qu'il y ait plus de plus que de moins, tu sais. Effectivement. Oui. Bianca, dans des maladies dégénératives, là, comme la rétinite pigmentaire, est-ce que, parce que tantôt, Marilyn a dit que dès qu'elle a eu le diagnostic, l'Institut Nazareth, Louis Braille lui a tout de suite donné une canne blanche. Est-ce que quand quelqu'un a un diagnostic comme ça, je dirais pas nécessairement en bas âge, mais comme là, toi, ça fait 12 ans, Marilyn, que tu as ton diagnostic, est-ce que vous commencez à travailler, le travail
de réadaptation avant même que la personne ait perdu la vue en tant que SRDV, spécialiste en réadaptation? En déficience visuelle? Oui. Ben, dans le fond, c'est que souvent, quand on perd la vision, c'est graduel. Puis chaque personne est différente, mais là, je parle pour moi personnellement, quand je travaille en tant que SRDV, c'est que j'essaie de voir qu'est-ce qui peut aider la personne maintenant. Je garde le futur en tête, mais si je dis, la personne, elle a encore une vision super fonctionnelle, puis, tu sais, par exemple, si on se disait, Marilyn, on commence à écouter les intersections, ça se peut que tu dises, je suis pas rendue là, tu sais, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait plus te parler, tu sais, de toute façon, c'est pas moi qui t'enseignerai les intersections, là, c'est mes collègues en orientation mobilité. Mais ils commenceraient pas par ça si ta vision est encore, tu sais, super fonctionnelle. On y va avec qu'est-ce qui pose difficulté présentement. Si, par exemple, c'est difficile à l'ordinateur de regarder le clavier, puis de retrouver le curseur, puis de revenir au clavier, puis en se disant, ben ça risque pas de s'améliorer, ben apprenons le doigté, ça va aider le doigté d'ordinateur, tu sais, ça va aider pour plus tard, mais ça va aider maintenant. Fait que le but, tu sais, ce qui accroche souvent les gens, c'est quelque chose qui les aide présentement, qui ont un gain, tu sais, que moi, ce que j'aime bien dire, c'est je vais te donner des outils qui vont faire que tu vas être plus performant maintenant. Tu sais, si je rajoute, par exemple, moi, je travaille beaucoup en communication informatique. Tu sais, des fois, je vais rajouter de la synthèse vocale. J'aime bien rajouter de la synthèse vocale avant que la vision diminue. Fait que tu gagnes un plus. Tu lis plus vite qu'avant. C'est pas que tu t'arrêtes de regarder l'écran, c'est que tu gagnes l'audio, tu sais. Puis si la vision abaisse, après, ben, il y a déjà des trucs qui sont acquis. Ben moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Ouais, on m'en donnait plus au cas où que ça dégénère, sachant pas, c'est ça, combien de temps que ça allait prendre. Fait que moi, c'est comme ça que je l'avais compris aussi, là, qu'on m'en donnait plus de trucs, plus de choses. Comme ça, si jamais, ça arrivait, ben je serais déjà un peu préparée. Oui, exactement. Puis c'est de savoir ce qui existe, de se faire un petit coffre à outils, puis de dire si jamais, parce que la rétinite est tellement différente d'une personne à l'autre. Moi, je connais des gens qui ont la rétinite, qui n'avaient pas beaucoup de vision fonctionnelle à comme 15, 16, 17 ans. Puis j'en connais qui ont 80 ans puis qui voient encore, tu sais. Fait que c'est cool, ça. Oui. Puis il y a même des formes de rétinite qui touchent le centre, tu sais, puis c'est le contraire, tu sais, qu'ils perdent la vision au centre en premier. Fait que chaque profil est tellement différent qu'on connaît pas le futur, tu sais. Fait que le but, c'est que les gens, ils se disent il y a quelque chose à faire, tu sais. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a toujours des façons d'adapter. C'est sûr que c'est pas facile de changer les façons de faire les choses, mais au moins, il y a des choses qui sont possibles. Puis si ça arrive, ben on les apprendra plus en détail. Puis s'il y en a que tu veux apprendre maintenant, c'est correct. Tu sais, fait qu'on suit beaucoup les gens. En tout cas, moi, je veux parler pour moi. J'essaie de beaucoup suivre les gens. Bien, je trouve ça très positif, ce que tu dis. Pour des gens qui apprennent cette nouvelle-là, de savoir qu'effectivement, il y a toujours moyen de s'en sortir, de réussir à fonctionner au quotidien. Oui. Puis tu sais, souvent, une métaphore que j'ai avec mes usagers, c'est comme, c'est pas parce qu'on apprend l'anglais qu'on oublie le français. Tu sais, si on fait un cours d'anglais à l'école, on va pas oublier le français. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on intègre l'utilisation des autres sens qu'on commence à apprendre d'autres stratégies que présentement, notre vision, on l'utilise plus. On peut utiliser... On n'est pas obligé de faire un choix, on peut utiliser les deux. C'est ça. Effectivement. Marilyn, j'aimerais parler de tes réseaux sociaux. Oui. Donc, là, tu t'es dit, j'ai pas de travail. Puis, quand tu as étudié pour être infirmière, toi, tu avais envie d'aider les gens. Oui. Là, tu le fais, mais différemment. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai parti une chaîne YouTube en février. Donc, j'avais le goût de donner plusieurs conseils et organismes, tout ça, pour des gens qui viennent de l'apprendre, tout simplement, ou qui vivent avec puis qu'ils n'ont peut-être pas toutes ces ressources-là en tête, ou qui ont besoin tout simplement d'avoir un appui psychologique en quelque part, de dire écoute, je me reconnais dans ce que tu dis, fait que ça me fait du bien parce que je reçois beaucoup de messages, puis je suis super contente parce que c'était vraiment ça le but, justement. J'ai la chance, d'avoir une belle discussion avec plusieurs d'entre eux. Puis je prends aussi de leurs suggestions pour les prochains topos. J'aime ça parce que là, je sens vraiment que ça sert à quelqu'un. Puis mon but, c'était vraiment juste de redonner au suivant, de dire, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir il y a 12 ans? Qu'est-ce que j'aurais voulu apprendre, connaître au départ? Peut-être que ça m'aurait facilité un peu la vie dans les 2 premières années. Ou peut-être que c'est ça, quelqu'un se sent aussi comme ça, très négatif, puis qui aurait besoin de quelqu'un qui a vécu
par là, puis dire, hey, ben moi aussi, je vais atteindre ce niveau-là à un moment donné, tu sais, de bien-être, puis c'est possible. Tu sais, c'est ça le oui, but parce aussi. que pour être allé voir tes réseaux sociaux, tu rigoles, Oui. tu fais des jokes, t'es vraiment dans l'humour et ça fait un bien fou. Parce que, tu sais, Bianca, exemple, je suis à la maison, j'ai de la peine, je suis toute seule, j'ai un problème, une maladie, une rétinite. C'est facile de dire qu'il y a des organismes, mais tu peux pas les appeler à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. Aller sur les réseaux sociaux, tu te dis... Marilyn est toujours là. Allons rigoler un peu avec Marilyn. J'ai de la peine, ça va me faire du bien, mais tu le fais vraiment pour aider les gens, c'est ça qui est chouette. C'est donner un visage humain, hein, à ça. Tu sais, dans le sens que quelqu'un qui a la rétinite, c'est pas juste tout le temps de la tristesse puis tout ça. C'est tout en même temps. C'est ça. Mais ça a été quoi ton premier topo? Comment c'est né? Tu t'es dit comme, hey, je vais être sur les réseaux. Ça a mijoté longtemps. Ça a été quoi ton premier sujet? Comment t'en es venu? En fait, j'ai jamais pensé à ça, là, dans le sens que je suis pas très réseaux sociaux, comme j'expliquais. Je trouve que les gens sont négatifs là-dessus puis sont prêts à te flageller à toutes les 2 minutes. Ça me tentait là, moins t'avais de vivre peur ça. de te faire bâcher aussi un peu, là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est juste que, bon, comme Nathalie l'a dit tantôt, tu sais, j'ai toujours fait du bénévolat, tu sais, en soins palliatifs. J'en ai fait 10 ans pour l'INCA. Puis c'est là que j'ai rencontré plus de monde aussi avec la rétinite et que je me suis créé des amitiés. Puis, je me suis embarquée dans toutes sortes d'affaires avec eux autres, là, des courses, puis des 5 km, des 10 km. Puis, j'ai fait plusieurs choses. Puis, à un moment donné, j'ai fait, hey, Marie, ça, c'est là-dedans que t'es bonne, toi, tu te donnes au suivant. Fait que qu'est-ce que tu pourrais faire pour continuer dans cette voie-là, tu sais? Puis aujourd'hui, j'ai pas le stress de l'argent, justement. Tu sais, je bois. En fait, c'est pas du bois, ça, je pense. Non, c'est ça. Merde. Mais tu sais, tu t'attends pas non plus avec tes réseaux sociaux à faire de l'argent avec ça. C'est pas ça l'objectif. Non. Contrairement à bien des influenceurs aujourd'hui. C'est ça, c'est pas ton objectif. Non, j'ai pas de but à part juste faire du bien aux gens puis qu'ils puissent se reconnaître là-dedans puis qu'on puisse faire connaître la maladie aussi parce que je me suis rendu compte qu'au Québec, c'est pas connu la rétinite pigmentaire. Tu sais, il y a une fille qui l'a fait du côté de l'Ontario qui s'appelle Molly Burke. Donc, on en a déjà parlé. C'est ça, elle a beaucoup d'abonnés, tout ça, mais encore là, c'est anglophone. Tu sais, fait que je me disais, ça serait le fun d'avoir quelque chose en français. Puis, tu sais, moi, je sais pas nécessairement comme elle non plus, là, tu sais, je veux pas faire du maquillage ou, tu sais, elle parle beaucoup de sa vie privée. Moi, je veux pas nécessairement... je veux que ce soit un petit peu plus informatif, disons, pour que les gens viennent chercher, c'est ça, une information et viennent chercher l'appui aussi psychologique là-dedans. Mais donc, comme disait Bianca, un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, je sais que tu veux peut-être pas parler de ta vie privée, mais c'est le fun aussi de voir que Molly Burke, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ben, tu sais, je suis moins maquillage et tout ça, moi non plus. Mais, puis peut-être pas dans la vie privée, mais tu sais, des fois, elle va magasiner, elle fait plein de niaiseries, mais c'est fun de voir qu'elle n'est pas juste une fille qui a une déficience visuelle. Fait que dans le fond, quelqu'un qui l'écoute, comme quelqu'un qui t'écoute toi, tu sais, t'es belle, t'es bubbly, c'est le fun de te regarder. Ben si tu te dis, hey, je prends l'autobus, je me filme, tu sais, ça pourrait être aussi... Mais tout n'est pas facile. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, des fois, puis Molly Burke, puis toi aussi, Marilyn, tu sais, c'est le côté de dire, je fais plein d'affaires, mais c'est pas comme... Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens au travail qui m'ont dit... des fois, dans les médias, la déficience visuelle, c'est soit épouvantable ou soit genre, c'est merveilleux, je fais du parachute. Tu sais, comme l'entre-deux, entre je pleure dans mon salon en petite boule et je fais des pirouettes en parachute. La réalité, elle est où? C'est que c'est possible de faire des choses, mais c'est pas toujours facile. Moi, je dis souvent ça à mes usagers, c'est pas facile d'avoir une déficience visuelle. J'ai jamais dit que c'était facile. C'est un peu rough à dire, mais c'est ça. Fait que je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis. Mais ton premier vidéo, ça parlait de quoi? C'est mon témoignage. C'est vraiment c'est mon côté plus personnel. Je suis pas fermée à l'exposer. C'est juste que je veux m'assurer que c'est fait d'une façon plus informative aussi. C'est tout. C'est juste que je veux garder ça, intéressant aussi pour les gens. T'sais. Ah, écoute, j'invite les gens à aller sur ta chaîne YouTube. Oui. Donc, ils ont juste à cliquer sur... Au-delà du regard, 70-15. D'accord. Au-delà du regard, 70-15. J'aimerais parler avec toi maintenant du bonheur. Parce qu'on en a parlé ensemble. Je te trouve rayonnante. Et puis, tu as eu des moments difficiles, mais tu es heureuse aujourd'hui. Mais oui. Plus qu'avant, même. C'est ça. Plus qu'avant. Ouais. Écoute, c'est difficile quand tu
tu t'entends ça, puis peut-être que tu traverses cette période difficile-là que tu as vécue, cette période de 2 ans-là. Puis là, quand tu me disais, Nathalie, je suis plus heureuse, j'ai l'impression là d'être sur ton... Alors que tu disais que tu entendais tes chums jeunes, hein? Ouais. Qui disaient, moi, je suis mon X, ça va bien. Puis tu n'as jamais senti ça. Ben, c'est que je trouvais que j'étais beaucoup en questionnement de ma vie. Je me disais, ouais, tu sais, j'ai beaucoup d'affaires. Pourquoi je ressens pas ça, moi, le bonheur? J'ai pas de problème, mais je suis pas comme... c'est ça. Ouais, j'étais pas malheureuse, là, mais j'étais comme, pourquoi que, tu sais, j'ai un enfant santé, disons, c'est ça, tu sais, ça allait bien, mais je ressentais pas cet esprit-là, mettons, du bonheur, tu sais. Pourquoi tu penses que maintenant, tu ressens, entre guillemets, l'esprit du bonheur? Hey, écoute, c'est sûrement une conséquence de plusieurs choses, mais c'est sûr que je pense que d'avoir tout perdu, ça pouvait pas être pire, tu sais. Fait que je me suis dit, on dirait qu'à partir de là, ça pouvait juste être mieux. Puis j'ai travaillé en ce sens-là. Puis ça, je l'explique aussi dans la chaîne, dans une vidéo, mais je pense que, tu sais, il y a des gens qui sont plus rationnels dans la vie, donc, tu sais, qui naissent comme ça. Donc, qui sont capables de, tu sais, plus analyser les choses, puis de moins être émotifs là-dedans. Tu sais, je les appelle ceux qui ont le gène du bonheur plus facile, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils sont déjà plus rationnels au naturel, tu sais. Mais les émotifs, nous autres, on prend tout... tu sais, c'est toujours plus gros... c'est toujours plus difficile à gérer, disons, parce que c'est ça, ta première impression, c'est une émotion, c'est pas rationnel. Donc, je pense que j'ai appris à travailler ça. Puis c'est ce que je voulais montrer aussi aux autres qui peut-être se sentent pareil, tu sais, ça s'apprend le bonheur. C'est parce que pour moi, c'est un sentiment maintenant. C'est comme ça que je le vois. Bianca, je retiens qu'elle est plus heureuse aujourd'hui. Oui. Alors qu'avant, elle voyait. Mm. Elle avait un travail. Est-ce que tu vois ça souvent, des gens moi, qui sont aussi... En fait, c'est une résilience de feu oui, je pense tu as. que vraiment, tu sais, comme c'est ça, c'est inspirant, puis tu sais, je t'écoute, puis c'est très vivant, en fait. Ouais. Puis c'est ça, j'apprécie beaucoup ça, puis tu sais... Ce qui est étonnant, moi, je trouve, c'est qu'on a tendance à faire une relation de causalité, genre, moins tu vois, plus t'es malheureux, tu sais. Puis des fois, moi, quand j'ai commencé à travailler, je me souviens que j'avais des usagers, des fois, qui disaient « Oh mon Dieu, je perds la vue! » Puis là, moi, je me disais « Mon Dieu, il faut que je le priorise, là, que la personne, elle voit plus, tu sais. » Puis finalement, j'arrivais, puis, tu sais, oui, la personne avait une déficience visuelle, mais c'était très... Tu sais, c'était pas sévère, puis la personne elle était encore fonctionnelle, mais pour elle, c'était un drame. Puis des fois, j'en avais d'autres qui sont comme « Ah, c'est pas si pire, tu sais, je compte les marches quand je descends, il y en a 7 que je peux aller sur ma galerie. » Puis là, j'arrivais là, puis j'étais comme « Mon Dieu, la personne, elle voit pas ça si pire, mais... » Et tu sais, comme la déficience visuelle est importante, là. Fait que, dans le fond, c'est comme si je me suis rendu compte que c'est pas être aveugle, être voyant, c'est pas ça qui rend heureux ou malheureux. C'est ça. C'est vraiment pas ça. C'est comme... C'est quoi c'est multifactoriel, je sais plus comment tu l'as dit, Marlène, c'est plein de choses. Tu sais, c'est notre propension à passer à travers les épreuves, c'est notre entourage, c'est notre personnalité, c'est à quel point on doit faire un gros changement de vie. On pourrait passer, tu sais, comme beaucoup de temps à l'analyser, mais c'est pas juste le niveau de vision, dans le fond. Tu sais, puis pour être un peu plus théorique, là, au travail, puis dans mes études en tant que SRDV, on travaille à quelque chose qu'on appelle le PPH. C'est le processus de production du handicap de Patrick Fukuroulos. Puis ce que ça dit, c'est tu as toujours des choses, quand tu as un handicap ou pas, c'est pas juste le niveau de vision, par exemple, ou le niveau, peu importe c'est quoi. C'est tout ce qui vient autour qui va faire que la personne... Elle est vraiment en situation de handicap ou elle est vraiment intégrée dans sa société, qu'elle fait du bénévolat, qu'elle aide les autres, qu'elle se sent utile et bien, finalement. T'sais. La déficience en est une là-dedans, mais tout le reste va venir moduler ça. C'est tellement vrai. C'est quelque chose qu'on apprend théoriquement dans les études, mais quand on voit les gens, on se rend compte que cette théorie-là est tellement bien faite. Ça vaut la peine que les gens Google ou aillent vérifier sur Internet PPH. Oui, puis on l'a dit tantôt, c'est pas facile. Là. Je vous dis pas que je cours dans un champ de marguerite à tous les jours. Puis, mon Dieu, la vie est belle, là, tu sais. Il y en a encore des journées que, tu sais, je suis frustrée de pas avoir de voiture. C'est ça, j'aurais voulu aller à telle place. Puis, tu sais, c'est un manque de liberté. C'est un manque, tu sais, c'est sûr, là, c'est compliqué, mais je me suis... Tu sais, maintenant, je me ramène plus vite. C'est juste ça l'affaire. Puis, est-ce que tu as l'impression qu'ayant vécu des choses difficiles, ayant passé à travers toutes sortes d'épreuves, est-ce que ça a changé quelque chose quand tu parles avec les gens, la connexion? Est-ce que ça joue à ce niveau-là dans les relations? Je pense pas, parce que, tu sais, je pense que je suis égale à moi-même. Tu sais, j'ai toujours été ouverte aux autres, empathique, tout ça, via mon travail, via ma personnalité. Je pense que je suis juste faite comme ça, là. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours aimé ça, apporter mon aide, puis... je pense pas que ça a changé quelque chose. Non. Non.
C'est ça. Il y a déjà ça change pas qui on est, dans le non, fond. C'est ce qu'on ça. peut dire. Hein? Ça achève. Je veux juste savoir. C'est vrai, ça va trop vite, ça n'a pas de bon sens. Ça achève, j'aurai encore 42 questions à te poser. Mais je veux revenir sur le fait parce que, tu sais, on s'est dit qu'on voulait aborder, on a abordé depuis le début, mais le fait de vivre avec une maladie qui fait que tu vas perdre la vue éventuellement. Oui. Comment tu le vis au quotidien? Parce que tu m'as dit que tu partais en voyage bientôt. Oui. Donc, en ce moment, est-ce que tu emmagasines? Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben oui, c'est la course c'est ça, à l'emmagasinage de souvenirs et de... Tu sais, moi, j'ai vraiment vu ça comme un sablier qu'on me met dans le dos, là, quand on m'a annoncé ça. Ouais. Puis je sais pas combien de temps qu'il y a dans le sablier. Fait que ça presse tout le temps. Ah ouais, tu vis à 100 000 à l'heure, là. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que je peux pas non plus, j'ai pas le budget de partir 40 fois en voyage par année, j'aimerais ça. Mais tu sais, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, mais tu sais, toutes mes économies s'en vont là-dedans. Tu sais, j'ai pas d'hypothèque, j'ai pas de maison, j'ai pas d'auto, j'ai pas, tu sais, fait que c'est sûr que tout ce que je ramasse, je l'investis là-dedans, mais c'est important pour moi pour créer des souvenirs avec ma fille aussi. Tu sais, je me dis, un jour, si on n'a plus ça, ben, elle aura tous ces souvenirs-là. Tu sais, je fais des vidéos à chaque fois qu'on revient de montage. Puis, tu sais, c'est important pour moi, vraiment, que ça reste emmagasiné. Oui. Hey, c'est déjà terminé. C'est terminé. J'aurais continué à parler avec toi, Marilyn, des heures. T'es tellement fascinante. Je répète, les gens, allez voir sur la plateforme YouTube. Ben, merci pour votre invitation. Ben non, et oui, c'est vous pouvez cool. me voir sur Au-delà du regard 70-15. Ah, écoute, c'était génial. Une belle rencontre. Merci, Marilyn. Un gros merci à vous. Ouais, merci à Mathieu Tessier à la mise en onde et merci à ma belle amie Bianca. Merci à tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. Merci Nathalie et merci Marilyn. Merci à vous autres.